Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait semblant de faire son lit pour la vidéo. Les amis, aujourd'hui on va parler de start-up. On va évidemment pas te parler de comment faire un lit, sinon je suis mal barré pour vous expliquer comment faire. On va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé en avril, sur tout ce qui est start-up. Et en réalité, il s'est passé à la fois beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que de mon côté, les investissements se ralentissent un peu. Hein. Tu sais, tout comme moi dans l'investissement, il y a plus ou moins des opportunités, plus ou moins des périodes. Le mois d'avril a été calme et le mois de mai commence de façon encore plus calme puisqu'on est le 10 mai à l'heure où je fais cette vidéo. Et pour l'instant, il y a 0 start-up qui me plaisent. Dans ce que je peux voir passer, c'est pas qu'il manque d'opportunités, mais c'est que ça me plaît pas dans ce que je vois. Donc pour l'instant, 10 mai, 0 start-up. Et en avril, on en a fait 4. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai qu'en janvier, février, mars, on en avait fait, je crois, entre 5 et 7 chaque mois. Donc c'était vraiment un gros rythme pour plusieurs raisons. Il y a eu beaucoup d'opportunités. Il y a eu le Y Combinator qui a fait son démo day, etc., etc. Bref, il y a eu seulement 4 startups au mois d'avril et je vais te donner quelques informations, comme chaque mois maintenant, sur ces startups. Mais avant ça également, on a eu quelques nouvelles. Ouais, je sais pas si on peut dire ça, mais tu as compris, puisqu'on a 2 startups. Je reçois régulièrement des reportings des startups. Hein. Alors certaines, ça se passe bien, il n'y a pas grand chose à dire, ça avance. Et puis il y en a d'autres qui t'annoncent qu'elles valent tel montant parce que elles te l'ont pas forcément dit en temps et en heure et qu'elles ont fait des levées de fonds de façon secrète. Hein. En tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, c'est pas parce que tu as des parts dans une entreprise que tu es au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est au bon gré des fondateurs d'envoyer des reportings et de te dire ce qui s'est passé. Ça se peut qu'une startup ait levé des fonds après toi sans que tu sois au courant. Et eh bien, il y en a une pour laquelle c'est le cas, puisque j'ai appris que je réalise un multiple de x38 sur une startup que j'ai investi sur le marché indien. Donc ça fait plaisir, ça fait une belle plus-value sur le papier. Et sur ces x38, je pense qu'elle peut encore aller chercher un x10, donc un x380 potentiel. Là, on parle en millions. Hein. Si on va au bout des choses, l'exit se chiffrera en millions. Donc c'est super intéressant. Cette startup évolue très très bien, donc ça c'est cool. Et de façon un peu plus tempérée, on a une autre startup également qui a fait un x3, qui a clôturé sa levée de fonds. Il y a très très peu sur le marché américain dans le secteur de la santé et sur lequel je concrétise un x3 sur le papier. Donc voilà, le nombre d'investissements se ralentit, mais les startups dans lesquelles j'investis pour l'instant se portent bien, avancent toutes. Il n'y en a pas une seule qui est morte, donc ça c'est cool sur les 52 investisseurs. Pour te parler un petit peu du mois d'avril et des 4 startups dans lesquelles on a investi, dans lesquelles j'ai investi, parce que je suis tout seul. Il y a une première startup. Alors, je vais te les faire dans l'ordre et je vais te dire rapidement, mais comme d'habitude, pourquoi j'ai choisi d'investir dans ces startups. J'ai mes notes ici devant moi, histoire que tu comprennes un petit peu quelle est ma façon de raisonner quand je vois des pitch decks, parce que j'en vois une centaine par mois, comment je fais mon tri. Donc la première, c'est ce qu'on appelle une FinTech as a Service, FAAS, sur le marché nigérian. Donc en fait, celle-ci, c'est une startup, c'est assez marrant cette histoire. Parce que c'est une startup qui est concurrente d'une startup que j'ai déjà en portefeuille. Donc là, on peut se dire, Raph, c'est quoi l'idée en fait? C'est tout simplement d'aller démultiplier, d'augmenter ses chances d'avoir une sortie positive, d'avoir un événement de liquidité. Parce que évidemment, les 2 startups peuvent très bien se développer toutes les deux et être toutes les deux sur le marché et faire toutes les deux un exit et me rapporter toutes les deux de l'argent. Mais potentiellement, il y a une des 2 startups qui va mourir et potentiellement, il y a une des 2 qui va se développer plus vite, qui va cannibaliser le marché et qui va faire la plus grosse partie de l'argent. Donc l'idée, c'est d'augmenter ses chances, d'autant plus que on va faire des chiffres très très simplement. Si tu mets 10 000 dans les 2 startups, 10 000 et 10 000, qu'il n'y en a qu'une qui fait x100. Donc tu récupères 1 million de l'autre côté et que l'autre elle fait faillite et tu récupères 0. Tu as mis 20 000 en tout, 10 000 et 10 000 et tu as récupéré 1 million. Est-ce que tu es gagnant? Largement. Donc tu démultiplies tes chances. Alors oui, c'est un jeu qui demande du capital. Hein. Tu peux aller investir dans toutes les startups concurrentes d'un même secteur, d'un même cœur d'activité, mais il faut du capital. C'est pas forcément une bonne stratégie parce qu'évidemment c'est difficilement réplicable en masse. Mais en tout cas, dans cette startup, j'ai choisi d'investir malgré le fait que j'avais déjà une startup concurrente dans laquelle j'avais investi un peu plus tôt, quelques mois auparavant, je crois. Je sais pas si je l'ai noté ici. Quelques mois auparavant en fait, parce que j'estime que cette seconde startup dans laquelle j'ai investi, elle a quand même une longueur d'avance, puisqu'en fait elle a une licence bancaire et elle a quelques ressources qui m'intéressaient bien, notamment des partenariats, des choses comme ça. Je vais t'en dire un petit peu plus. En gros, qu'est-ce que c'est une FAAS? Parce que c'est vrai que le cœur d'activité déjà de cette startup, il est potentiellement pas facile à comprendre. En gros, c'est une startup qui va fournir l'infrastructure dont ont besoin toutes les fintechs pour se développer et qui prend énormément de temps et de ressources. Voilà, en gros, c'est le travail qui est compliqué, qui est chiant, qui est dégueulasse
notamment tout ce qui est tech, compliance, support, pour que les startups qui veulent proposer des produits, des services autour de tout ce qui est finance, financier, fintech puissent le faire. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ont besoin, et en fait le pari sous-jacent c'est de se dire que aujourd'hui il y a toutes les entreprises, ou en tout cas beaucoup d'entreprises qui vont se financiariser et qui vont vouloir proposer des produits et des services financiers. Et en fait, pour parler concrètement, c'est quoi tout ça, ces produits, ces services financiers? Ça va être tout ce qui est compte courant, ça va être tout ce qui est carte de crédit, ça va être tout ce qui est prêt, tout ce qui va être qu'est-ce que j'ai noté d'autres, paiements internationaux, etc., etc. Et le tout implémentable dans seulement quelques lignes de code. Donc en gros, si on veut comparer ça à ce qui existe déjà, ça va être le Mercury américain. Et en gros, cette FAAS, elle va proposer simplement une sorte d'API par laquelle toutes les startups, tous les clients vont passer pour pouvoir implémenter ces produits et services financiers. Et donc, en fait, c'est super parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un vrai pari et il y a beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup une tendance, on va dire, de fond qui se dessine, qui est de se dire que les entreprises aujourd'hui proposent de plus en plus de produits et de services financiers au sein de leur activité. C'est quelque chose qui va être beaucoup demandé, d'autant plus que si cet aspect implémentation de produits services financiers est simplifié, ça va évidemment ramener de nouveaux prospects naturellement, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont être intéressées pour l'implémenter, et donc cette startup va auto-alimenter son flot de prospects. Et également, ils ont déjà fait une acquisition à leur actif. Il y a eu un gros partenariat également avec la Banque centrale du Nigeria, puisque cette startup et nigérian, je sais pas si je te l'ai dit. Donc en fait, ils sont déjà définitivement concurrençables, ils ont déjà vraiment une longueur d'avance, un avantage compétitif. C'est pour ça que vraiment j'ai choisi d'investir dans cette startup malgré le fait que j'avais déjà une startup dans ce secteur, parce que je sens qu'ils ont quand même une longueur d'avance. Et voilà, quand on parle de fintech sur le marché africain, même si c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, ce cœur d'activité à comprendre pour, on va dire, le commun des mortels, pour moi il y a un énorme potentiel, et c'est ce genre de startup qui peut très rapidement selon moi devenir une licorne, parce qu'en fait ça vient être, on va dire, la première couche d'un besoin dont vont avoir besoin énormément d'entreprises. Donc voilà pour cette première startup. Je te la fais assez courte, je pourrais encore dire beaucoup, mais j'ai pas envie de t'endormir, d'autant plus que c'est relativement compliqué ce cœur d'activité. La deuxième startup, là aussi je vais aller assez rapidement parce que j'ai pas forcément énormément de choses à te dire. C'est une startup qui propose une solution, une plateforme pour l'immobilier en Amérique du Sud. C'est une startup péruvienne. Alors très grosse valorisation, j'ai beaucoup hésité, 100 millions. Généralement je vais pas au-dessus de 50 millions parce que je veux quand même avoir un gros multiple. Je suis prêt à prendre plus de risques, mais voilà, je veux quand même un multiple intéressant. S'il y a un événement d'équité, je veux gagner beaucoup d'argent. Donc 100 millions, j'estime que mon multiple est déjà beaucoup plus faible. Et en gros, ça c'est une plateforme d'achat et de vente d'immobilier. C'est l'équivalent, si tu veux, de se loger en France pour l'Amérique latine et pour l'Amérique du Sud. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment en Amérique latine et l'Amérique du Sud, on n'a pas forcément un niveau de modernisme de plateforme immobilière pour tout ce qui est achat et vente de biens immobiliers. Il y a énormément de choses à faire. Et en fait, cette plateforme, elle propose énormément de fonctionnalités pour tout ce qui est sourcing de biens, pour valoriser les biens, pour être une place de marché pour les professionnels. Dans le futur, elle a envie de faire également tout ce qui est prêt directement en particulier pour financer leurs biens, puisque ils sont évidemment au courant que beaucoup de personnes vont acheter des biens immobiliers sur cette plateforme. Donc, l'idée, c'est également de leur proposer des prêts immobiliers pour aller directement faire plus d'argent. Donc, faire également une partie fintech en plus de la partie plateforme immobilière. Et cette plateforme, elle se rémunère donc évidemment sur des commissions sur les biens vendus, et cette marketplace qui sera destinée aux professionnels sera également facturée pour les professionnels. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que il y a un gros retard sur le marché, entre guillemets, il y a un gros retard sur le marché sud-américain et sur le marché de l'Amérique latine. Donc il y a beaucoup de choses à aller chercher. Ils ont d'autant plus une très grosse croissance, et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ces deux fondateurs qui ont créé cette startup, ils ont déjà 2 exits à leur actif. Donc évidemment, quand on te propose d'aller investir dans une startup dont les fondateurs ont déjà fait des exits auparavant, c'est rassurant. On se dit, les mecs, ils savent ce qu'ils font, ils ont déjà de l'expérience. Voilà, c'est pas des petits amateurs, des petits débutants qui arrivent et qui ont une idée et qui veulent révolutionner le monde en sachant pas trop vers quoi ils vont. Non, ces gars-là, ils ont déjà eu l'expérience d'une création de start-up, même 2 expériences de création de start-up avec une issue positive, avec des exits. Donc c'est excellent, ils ont une très forte croissance. Ça sort du Y Combinator, du dernier batch du Y Combinator, et c'est une start-up qui a la plus grosse croissance du batch. Il y en a beaucoup qui ont des très grosses croissances cette année. J'ai déjà investi dans des startups dont je t'ai parlé auparavant qui sortent de ce batch et qui ont des très grosses croissances, mais celle-ci, elle a également une très belle croissance. Donc voilà pour cette startup, je t'en dis pas plus parce que voilà, il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire. Je pense que le business model, il est assez simple à choisir. Et pourquoi j'y suis allé? Tout simplement parce qu'il y a le mélange Y Combinator, fondateur très solide et très grosse croissance. Ok? La startup suivante, je l'adore. C'est une startup qui sort du Y Combinator, également du dernier batch, et qui sort du Ouganda, un pays africain. C'est la seule startup qui sort du Ouganda pour ce batch du Y Combinator. Je crois même que c'est la première startup tout batch confondu, et valo de 27 millions. Donc là, très correct.
Et en gros, cette startup, ce qu'elle propose, eh bien, c'est une fintech. Donc déjà, j'adore. Et elle propose de donner des capitaux, eh bien, aux 140 millions de micro et petites entreprises africaines qui ont un besoin de 312 milliards de dollars pour se développer et qu'elles ne trouvent pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les solutions actuelles, c'est les banques traditionnelles qui sont prédatrices, qui vont te proposer des choses dégueulasses et qui vont te demander un tas de paperasse. Ça va être long, ça va prendre du temps, il va falloir se déplacer, potentiellement proposer, donner un collatéral en plus du prêt que tu demandes. Bref, c'est très très compliqué. Ou alors les petits business aujourd'hui, eh bien, ils vont aller demander à leur famille, à leurs amis des capitaux. Donc c'est chiant, c'est long, c'est pas pratique, on fait chier tout le monde. Et pourtant, eh bien, ces petits business en Afrique, ils représentent un tiers du PIB du continent africain et 80% des jobs qui sont créés. Tu le sais, je sais pas si t'es déjà allé en Afrique, il y a énormément de gens qui ont leur petit business. C'est voilà, des tout petits magasins, c'est des petits trucs, des petits kiosques. Ça paye pas, voilà, c'est dégueulasse entre guillemets d'apparence, ça vaut rien, mais ça fait vivre les gens et ça crée des petits métiers et ça c'est excellent. Tu le vois, un tiers du PIB du continent. Ok. Et ces gens-là, ils trouvent pas de capitaux pour se développer et ils ne peuvent pas se développer. Et en fait, cette startup, ce qu'elle propose, c'est donc une application où via une technologie, un algorithme, en fait, les Africains vont pouvoir demander des capitaux et l'application va délivrer une réponse et l'argent, et je dis bien l'argent, en moins de 1 jour. Suite à un process de quelques minutes, tu télécharges l'application, tu remplis en quelques minutes quelques informations. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de paperasse à remplir, à envoyer je sais pas où. Il n'y a pas de visite à un bureau quelque part en Afrique. Il n'y a pas d'infos qui sont demandées, genre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et il n'y a aucun collatéral qui est demandé. Et 60% des demandes sont accordées sans l'intervention d'un moindre humain. Donc là, on peut se dire, ouais, mais attends, c'est un truc de ouf parce que c'est l'Afrique. On sait très bien que c'est relativement quand même particulier, que s'il y a des gens qui peuvent prendre de l'argent et ne pas le rembourser, d'autant plus qu'on ne demande pas beaucoup d'informations ou de sécurité, de garantie, bah ça me paraît un peu ambitieux. Et oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Je me suis dit comment ils font, parce qu'en fait ils ont un gros taux on va dire d'argent qui revient, de remboursement qui est énorme, 95%, donc c'est énorme, hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est beaucoup dans cette industrie. Et en fait l'idée derrière, c'est de te dire que si les gens ils arrivent à emprunter facilement pour développer leur activité et qu'ils gagnent de l'argent avec ces capitaux empruntés avec leur activité, eh bien évidemment ils vont rembourser et en plus de ça ils vont réemprunter. D'autant plus que quand tu réempruntes, eh bien tu as l'argent immédiatement et non plus après 24 heures. Donc toi c'est relativement incroyable. Tu te dis où est-ce que tu peux emprunter tout de suite de l'argent en instantané. C'est relativement magnifique. Et voilà, comme tu disais, il y a un gros taux de retour et d'autant plus que oui, je te l'ai pas dit, en Afrique, tu sais tout comme moi, peut-être que tu y es allé, c'est beaucoup de cash. Donc c'est-à-dire que l'algorithme, il arrive à savoir si on peut prêter ou non, eh bien, à ces business africains, alors qu'il y a très très peu d'historique et pas d'historique, on va dire numérique, avec des relevés de compte, des comptes bancaires, des choses comme ça qui sont connectés. Il y a très peu d'informations qui sont demandées et il y a très peu d'historique financier puisque c'est que du cash, ces transactions en Afrique. Donc c'est ça qui est ouf. On a ici en fait un algorithme qui est magnifique. Et on se demande même, ça paraît presque magique. L'argent, il est prêté via des partenariats qui ont été faits avec des banques en Afrique. Donc évidemment, c'est pas l'argent de la startup qu'elle n'a pas forcément puisqu'elle est en train de se développer et de créer une solution justement. C'est une toute petite startup. Donc voilà. Donc clairement, pour te la faire simple, est-ce qu'il y a un gros besoin? Oui, évidemment, il y a plein de business en Afrique qui sont frustrés de pas pouvoir se développer, pas avoir accès à des capitaux, qui sont découragés quand ils vont demander aux banques et qui voient les conditions précaires et prédatrices. On a une grosse traction. Il y a 10% des clients qui viennent chez cette startup suite à du bouche à oreille. Évidemment, c'est tellement magnifique comme solution que tout le monde se file le mot entre eux. Le petit business, ils vont en parler à son voisin, qui vont en parler à son copain, qui vont en parler au mécanicien quand il va réparer la voiture, etc., etc. Bref, c'est magnifique. C'est très scalable, c'est une plateforme, c'est un algorithme, c'est une application téléphonique, une application mobile. Je parle comme un vieux déjà, c'est fou, 28 ans, ça y est. Donc c'est très scalable et il y a des gros investisseurs, le Y Combinator, Soma Capital, Goodwater Capital, Pioneer, MFS Africa, je sais pas si ça te parle tout ça, mais voilà, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc très très belle startup, celle-là, je sens qu'elle peut faire des choses magnifiques si elle continue de réussir à avoir un très très gros taux de retour sur l'argent qu'elle a prêté. Ok. Et la dernière startup du mois d'avril que j'aime beaucoup, mais qui sort de mes règles, on va dire standard d'investissement, puisque cette startup, elle est pré-revenu, comme on appelle ça. En startup, quand on dit pré-revenu, ça veut dire qu'elle n'a pas encore encaissé le moindre centime. Donc évidemment, ça ne m'intéresse pas d'habitude parce que c'est cool. Il y a énormément de pitch deck, de propositions d'investissement où on te dit c'est magnifique, on va faire tant, il y a un marché qui est gigantesque, il y a personne qui l'a fait encore avant nous, on a une meilleure équipe, on a ci, on a ça. Bref, tout est beau dans tous les pitch decks que tu peux lire, tu peux avoir envie d'investir des millions, mais la réalité c'est que tout ça c'est que de la poudre d'escampette. Il faut montrer des chiffres, il faut montrer de l'argent. Et moi c'est comme ça que je réfléchis, si tu ne me montres pas des chiffres, de l'argent, de la traction financière, des choses comme ça m'intéresse pas. Et cette startup, eh bien, elle a pas d'argent, mais d'encaisser, mais j'ai décidé d'y aller parce que j'ai, on va dire, un retour d'expérience sur d'autres startups qui font la même chose, qui me plaisaient beaucoup.
L'avantage, c'est que la capitalisation, la valorisation, elle est seulement de 5 millions. Donc là, encore une fois, toi, on va plus chercher potentiellement un x100, mais un x1000. Parce que x1000, ça nous amène à 5 milliards, ce qui est largement possible pour ce genre de startup. Et quand tu mets ne serait-ce que 1000 $ et que tu fais un x1000, tu as déjà 1 million. Donc si tu mets 10 000 $, tu as 10 millions. Je te laisse de côté la dilution, etc. etc. Mais l'idéal est là, c'est que évidemment, plus tu prends de risques, plus tu vas sur des petites startups qui sont jeunes, plus ton potentiel également d'exit et de multiples, il est élevé. Donc 5 millions, c'est tout petit, mais il n'y a pas de revenus. Mais pourquoi je suis allé? Parce qu'il y a un gros potentiel. Cette startup, elle propose en fait du BNPL pour le secteur de la santé. Donc Buy Now, Pay Later. Donc tu achètes maintenant et tu payes plus tard. C'est une grosse tendance, le BNPL. Et pourquoi je suis allé? Parce que j'ai deux startups en portefeuille qui font du BNPL. Une, aux États-Unis, et c'est d'ailleurs celle pour laquelle j'ai dit que j'ai validé un x3 sur le papier en tout début d'introduction de cette vidéo. Et il y en a une autre qui est en Inde, qui fait également du BNPL dans le secteur de la santé et qui se porte également très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller. C'est sur le marché mexicain, je te l'ai pas dit. Cette startup, et il n'y a pas de compétition. Donc c'est ça qui est magnifique également, c'est qu'il y a un très très gros marché de 60 milliards. Secteur de la santé, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Au Mexique, on sait très très bien, c'est un pays pauvre, un pays émergent. Faut pas croire que le Mexique, c'est que Cancun et comment on appelle Tulum. Il n'y a pas que ça au Mexique. Il y a beaucoup de gens qui ont des galères financières, qui n'arrivent pas à se soigner. Donc évidemment, il y a un très très gros marché. Et la santé, c'est évidemment là où on va en premier dépenser son argent, ou en tout cas, on essaye d'aller le dépenser, pardon. Donc proposer à tous ces Mexicains une solution de paiement simplifiée, c'est évidemment quelque chose dont ils ont besoin malheureusement. Et comment cette startup se rémunère? Une commission sur le professionnel de santé qui évidemment est content d'avoir de l'argent tout de suite là où il n'aurait pas eu l'argent, et également potentiellement une commission sur le client où ça peut être 100%, 0% d'intérêt si c'est remboursé relativement rapidement, ou alors un petit intérêt si c'est remboursé sur plusieurs temps. Ça dépend encore une fois sur combien de temps le client a décidé d'étaler entre guillemets sa dette, son paiement de frais de santé. Si c'est repayé très rapidement, ça va être un 0%. Si c'est payé sur plus de temps, ça va être un petit pourcentage évidemment d'intérêt. Et là, encore une fois, ce qui est magnifique, c'est que c'est facilement scalable puisque c'est une plateforme sur laquelle les professionnels de santé vont venir s'intégrer, vont venir se setup et ensuite pouvoir proposer cette solution directement chez eux en interne, dans leur cabinet, dans leur clinique, dans leur hôpital, dans leur pharmacie, bref, tout ce que tu veux. Donc c'est magnifique, c'est de la technologie, c'est de la fintech, c'est tout ce qu'on aime. Donc c'est très très beau. Je suis pas en train de te dire que je mets tout mon espoir sur cette startup qui est très très jeune et qui n'a pas encore fait le moindre centime, mais on a une belle équipe, on a un beau potentiel, donc on verra ce que ça donne et peut-être qu'on ira chercher un x100, x200, x500, x1000, on l'espère. On verra, ok? Donc voici pour les 4 startups du mois d'avril. Rendez-vous le mois prochain pour le bilan du mois de mai. S'il y a un investissement qui a été réalisé, je pense quand même qu'il y aura au moins un investissement, je l'espère. On peut quand même ne pas faire, ça serait quand même dommage de faire un mois sans investissement, mais encore une fois, ça dépend du marché. On va pas se forcer s'il n'y a pas de proposition intéressante, évidemment, on va pas se forcer pour le principe de se dire j'ai fait un investissement en moi, non. Donc voilà. Pose-moi tes questions dans les commentaires ci-dessous. Si tu veux investir avec moi dans cette startup, c'est entièrement possible. J'ai un service qui te permet d'investir avec moi dans toutes les startups que je t'ai citées dans cette vidéo, mais également dans les startups que je t'ai citées au début de cette vidéo-là. Je partage en fait mes investissements à mes clients. Donc si tu fais partie de mes clients, tu recevras mes investissements et tu pourras participer avec moi à ces levées de fonds en direct et potentiellement devenir co-actionnaire avec moi et avec tous ces fonds d'investissement que je t'ai cités auparavant, et potentiellement faire un x50, un x100, un x1000, soyons fous, également avec moi. Donc tout est dans la barre de description si tu veux investir à mes côtés. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis qui sont investisseurs, à la liker si tu l'as apprécié, et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.